Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce live organisé par l'Académie de Reims. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire découvrir les métiers du second degré, c'est-à-dire les métiers que l'on peut exercer en collège et en lycée dans notre académie. Tout au long de cette année scolaire, vous avez pu suivre sur nos réseaux sociaux les aventures de nos ambassadeurs, 4 professionnels qui ont accepté de vous faire partager leur quotidien, leur parcours et leur passion pour leur métier de CPE, infirmier de l'éducation nationale, secrétaire de direction et professeur en lycée professionnel. Ils s'appellent Manon, Ophélie, Céline et Christopher et nous allons avoir la grande chance de pouvoir échanger avec eux en direct aujourd'hui sur ce live. Pour m'accompagner sur ce plateau, j'ai le plaisir de vous présenter Alexis, chargé de recrutement pour l'Académie de Reims. Bonjour Alexis. Bonjour Manon. Nous sommes également aux côtés de nos ambassadeurs, Manon, conseillère principale d'éducation, autrement dit CPE, et Ophélie, conseillère technique santé pour la DSDN de l'Aube, qui nous parlera du métier d'infirmière de l'éducation nationale. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors, un petit mot avant de commencer. Pour toutes les personnes connectées sur ce live, n'hésitez surtout pas à participer et à interagir en direct en nous laissant des commentaires, des questions dans le chat du live. Nous prendrons plusieurs temps tout au long de cette émission pour répondre à vos questions. Alors Alexis, avant de parler des différents métiers que l'on peut exercer dans le second degré, est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots l'académie, s'il vous plaît ? Alors oui, tout à fait. Donc, du coup, l'académie est présente sur 4 départements, l'Aube, les Ardennes, la Marne et la Haute-Marne. L'académie compte un petit peu plus de 1260 écoles et établissements et nous scolarisons un petit peu moins de 218 740 élèves. D'accord. Donc on a combien de personnel qui travaille au sein de cette académie ? Alors, on est sur 24 000 personnels, donc la majorité des personnels sont logiquement des enseignants. Et l'autre partie sont des personnels administratifs, de direction, donc les principaux et les proviseurs, des personnels techniques, sociaux, de santé. Merci beaucoup Alexis pour ces premiers éléments. Nous allons maintenant partir à la découverte de 2 métiers essentiels au bon fonctionnement des établissements du second degré. Et on démarre avec vous Manon, qui êtes donc, on le rappelle, CPE, conseillère principale d'éducation. Avant d'être CPE, vous avez travaillé notamment dans le monde du spectacle. Alors quel a été le déclic finalement qui vous a fait passer le concours de CPE ? Alors en fait, il n'y a pas eu un déclic soudain. Déjà même en étant dans le spectacle, j'avais déjà un peu une appétence pour travailler avec les enfants et les adolescents parce que je faisais des colonies de vacances, des centres de loisirs, etc. depuis quelques années. Et puis justement, j'avais cette envie à la base de faire des choses du milieu du spectacle avec les jeunes. De créer des associations en campagne, dans les quartiers pour pouvoir donner accès au cinéma, à la culture, à ces publics-là qui ont souvent moins accès. Et puis petit à petit, ça a évolué. J'aimais vraiment, vraiment travailler avec les ados, notamment dans les espaces jeunes, en direction de colo. Et à l'époque, je vivais en colocation, comme beaucoup de jeunes, et j'avais un coloc qui était prof et qui m'a dit « mais je te verrais vraiment bien faire CPE ». Moi, j'avais un regard un peu biaisé du métier de juste mon passif d'élève, où je pensais que les CPE déjà étaient personnels de direction, qu'on ne pouvait pas devenir CPE comme ça, et de plus que c'était juste remonter les bretelles des enfants, et ça, c'était vraiment juste la partie, on va dire, autorité, c'était pas du tout quelque chose qui me faisait vibrer. Mais pour autant, vu que je suis curieuse, je suis allée m'acheter un annal de révision pour le concours en fait en librairie et je l'ai lu comme un roman. J'ai trouvé ça passionnant et à partir de là, j'avais l'idée en tête. Donc je me suis inscrite. À l'époque, c'était l'ESP. Je me suis inscrite et puis j'ai eu le concours et puis donc depuis 2018, je suis CPE. D'accord, vous avez eu le concours du premier coup ? J'ai eu le concours du premier coup. Après, c'est un concours qu'on a. Merci. C'est un concours qu'on a en général au bout de plusieurs années. Donc, il ne faut pas s'étonner si on ne l'a pas du premier coup. La moyenne, c'est 4 tentatives. Voilà, parce qu'il y a énormément de demandes, peu de postes. Dans un établissement, il y a évidemment moins de CPE que d'enseignants, en termes de prorata. Donc, voilà, s'il y a des futurs candidats, il ne faut pas qu'ils... Il faut persévérer. Voilà, c'est vraiment un métier, il faut persévérer. Le mot d'ordre, si vous n'avez pas eu malheureusement votre concours cette année, retentez le coup l'année prochaine et ça va passer. C'est ça.
Merci Manon. Donc on a pu découvrir vos missions de CPE dans la vidéo Vie ma vie de CPE que nous avons postée il y a quelques semaines de ça sur nos réseaux sociaux. Et d'ailleurs, j'invite tous les participants qui le souhaitent à aller la visionner. Vous la retrouverez sur notre compte LinkedIn par exemple. Dans cette vidéo, vous évoquez un véritable rôle de liant avec les élèves, les familles, mais aussi les professeurs. Alors comment ça se traduit au quotidien? En fait, c'est vrai que dans les établissements scolaires, les CPE avec les personnels de direction, on est un peu les seuls à être vraiment en contact tous les jours avec tout le monde. Donc on fait vraiment office de passerelle en fait. Moi j'aime bien dire qu'on est une antenne radio parce qu'on a les informations qui nous viennent des élèves, des familles, de l'équipe d'assistants d'éducation évidemment, mais on côtoie aussi l'équipe médico-sociale tous les jours, on voit les profs, on voit toutes les personnes en fait qui interviennent, les services d'intendance, les secrétariats. Donc on est vraiment l'antenne qui a toutes les informations et on les redispatche à la demande, ce qui nous permet à nous en fait d'avoir vraiment une idée globale de la scolarité de l'élève. Et c'est important d'avoir le plus d'éléments possible pour pouvoir les accompagner au mieux en fait. Donc c'est vrai que le CPE a cette particularité-là. C'est ce qui fait que les journées sont riches et variées. Mais ce qui fait aussi que parfois c'est un peu difficile parce que dans les établissements on est souvent seul ou à deux et on n'a pas d'autres personnes qui ont cette fonction-là de connaître un peu tout le monde et d'avoir toutes les informations. Oui, on comprend bien. Effectivement, on parle de lien avec les familles, les professeurs, les élèves bien évidemment, mais je crois qu'il y a aussi une notion de management dans votre métier de CPE, puisqu'on le rappelle, c'est un métier de catégorie A de l'éducation nationale. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur cette partie management? Eh bien, en fait, les missions du CPE, alors elles sont multiples, mais on a vraiment 3 grands axes. On a l'axe de la politique éducative, où là, on est vraiment conseiller des chefs d'établissement sur tous les projets au niveau de l'établissement, les textes, l'organisation de l'établissement. Et puis, on va avoir le suivi de l'élève, évidemment. Et la troisième, c'est toute l'organisation du service de vie scolaire. C'est-à-dire qu'en fait, chaque établissement a une équipe d'assistants d'éducation qui est plus ou moins nombreuse en fonction de l'échelle du lycée ou du collège. Et ces assistants d'éducation, souvent, ce sont des jeunes. Moi, j'ai à cœur de prendre des étudiants. Et quand ils arrivent, pour la plupart, ils n'ont jamais côtoyé d'adolescents. Donc, il faut évidemment les aiguiller parce que les adolescents, notamment, aiment bien venir nous taquiner, on va dire. Et donc, en fait, il faut vraiment les aiguiller parce qu'ils ont comme mission d'assurer l'accueil et la sécurité physique, psychologique et émotionnelle des jeunes. Voilà, donc c'est pas juste garder des couloirs, c'est vraiment être les premiers à dire bonjour le matin au portail, être souvent les premiers que les élèves viennent voir quand ils ont un problème parce qu'il y a une proximité d'âge qui fait qu'ils sont beaucoup plus à l'aise et il n'y a pas la casquette de l'enseignant ou du CPE. Et donc en fait, il faut les piloter, donc il faut driver. Donc c'est au quotidien, c'est tous les jours, voir son équipe, dire les événements de la journée, dire faire attention à tel élève, j'ai remarqué un truc ou j'ai eu telle info. Et il faut être derrière eux. Après, on a la liberté de recruter avec le chef d'établissement nos équipes, ce qui fait qu'on compose un peu aussi des équipes à notre image et à ce qu'on recherche. Et quand on a une équipe qui roule, ce qui est mon cas, c'est un vrai plaisir de faire ces missions de management. Très bien, merci Manon. C'est donc un métier multifacette, on peut dire, le métier de CPE. D'ailleurs, dans la vidéo Vrai-Faux, vous nous indiquez aussi que le CPE peut être à l'origine de projets éducatifs au sein des établissements, notamment dans le domaine de la santé. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples peut-être de projets que vous avez menés dans ce cadre, dans le cadre de votre établissement? Alors, pas forcément dans cet établissement-là, pardon, mais c'est vrai que dans les multiples établissements, en fait, le CPE, il a vraiment il peut vraiment faire en fait les projets qui lui plaisent aussi, c'est-à-dire qu'en fonction de son identité, s'il va être plus branché santé, s'il va être branché citoyenneté, laïcité, enfin, il peut vraiment mener des projets seul, mais souvent on les mène avec des partenaires internes, donc dans le cas de la santé avec les équipes médico-sociales et notamment les infirmiers et infirmières de l'éducation nationale. Mais on peut vraiment aussi faire avec des partenaires extérieurs, on fait intervenir beaucoup d'associations aussi. Dans le cadre de la santé, il y a des classiques, on va dire. En collège, à l'époque, on avait beaucoup fait de choses autour de l'alimentation, en organisant notamment pour les 6e, quand ils arrivent, des petits-déj, parce que l'alimentation, savoir bien manger, ça se perd, il me semble, pour nous déjà adultes, et alors pour les enfants d'autant plus. Après, il y a quand même des classiques en termes pour les adolescents qui vont être tout ce qui va être les conduites addictives. Au lycée notamment, cette année, on fait intervenir des associations extérieures pour parler de toutes les addictions possibles. Donc il y a les classiques, alcool, stupéfiants, mais notamment ce qui revient beaucoup maintenant, c'est jeux vidéo et écran, qui posent des véritables problématiques de santé publique auprès des jeunes et dans leur suivi du coup scolaire, parce que ils ont plus le même rythme et forcément ça impacte quand on arrive claqué le matin au lycée parce qu'on a joué jusqu'à pas d'heure ou autre.
Donc là, il y a vraiment quelque chose à travailler. Alors, nous-mêmes, les adultes, on est quand même entourés d'écrans toute la journée, ne serait-ce que pour le boulot. On a tous nos portables à portée de main. Les jeunes qui, eux, sont nés avec les écrans, c'est leur doudou. Donc là, il y a vraiment un grand travail à faire là-dessus. Voilà. Après, il y a plein d'autres thématiques. Il y a notamment l'éducation à la vie affective, relationnelle, sexuelle, où là, en partenariat avec les équipes formées, on peut faire beaucoup de choses en prévention. Mais c'est vrai que la santé est un enjeu et les CPE ont le plaisir de pouvoir aussi s'en emparer, mais évidemment pas seuls, parce que nous ne sommes pas professionnels de santé, on ne se substituera pas ni aux médecins, ni aux psychologues, ni aux psychiatres, et ni aux infirmiers et infirmières scolaires qui sont dans les murs. Par contre, on est là aussi pour faire de la prévention. Oui, tout à fait. Et vous disiez aussi que d'autres domaines peuvent être explorés justement dans le cadre de ces projets éducatifs sur d'autres thématiques. Oui, c'est ça. Par exemple, l'an prochain, moi, je porte avec 2 enseignantes un projet autour du climat et de l'environnement, qui est aussi en lien avec la santé. Mais donc, on va faire une simulation de COP climat, donc mettre les jeunes en situation où ils vont un jeu de rôle grandeur nature en fait, où ils vont chacun incarner un pays, ils vont incarner l'ONU, ils vont incarner Greenpeace, les journalistes, les manifestants, Total Énergie, enfin vraiment tout le monde, et comment chacun un peu, on va travailler l'oralité, l'éloquence, le débat, construire un débat, donc les discours argumentatifs et autres. Mais il y a aussi, je trouve, des enjeux de sensibilisation. Le climat, c'est le grand combat de notre époque et surtout de celui des générations à venir, et notamment pour leur santé. On l'a vu là ces derniers jours avec les fortes chaleurs qui ont frappé la France, qu'il est important que les jeunes y soient sensibilisés. Et si en plus ils peuvent défendre l'avenir de la planète, c'est pas plus mal. Effectivement, on ne va pas s'en priver. Donc on peut aussi laisser exprimer sa créativité finalement à travers ce métier de CPE. Avec évidemment toujours les accords de vos chefs d'établissement, Bien mais évidemment. c'est vrai qu'il y a vraiment, tout est possible si vous avez l'envie, la motivation et une équipe qui vous suit. Merci Manon pour ce témoignage qui nous a permis de mieux connaître le métier de CPE et toutes ses facettes. Je rappelle aux personnes qui nous suivent que vous pouvez poser toutes vos questions et réagir en direct dans le chat du live. Nous y répondrons juste après l'interview d'Ophélie. Donc nous parlions de lien entre le CPE et l'équipe médico-sociale, et l'infirmier de l'éducation nationale joue un rôle central au sein de cette équipe. Ophélie, vous avez exercé ce métier plusieurs années avant de devenir conseillère technique santé pour la DS2N de l'Aube. J'aurais donc quelques questions à vous poser pour en savoir plus sur ce métier. Alors, après avoir travaillé pendant plusieurs années dans la sphère des soins infirmiers, pourquoi avez-vous souhaité rejoindre l'éducation nationale ? Alors, avant de rejoindre l'éducation nationale, déjà dans la perspective du concours infirmier, puisqu'il y a déjà ces premières études et un premier concours, j'étais déjà orientée vers les enfants. C'est-à-dire que mon épanouissement professionnel passait par cet accompagnement, parce que c'est l'avenir, c'est la société de demain. Et puis ensuite, rejoindre l'éducation nationale, parce que je suis profondément convaincue que la santé, alors quand je dis la santé, c'est la santé globale, au sens de l'OMS, pas seulement l'absence de maladie, mais ce bien-être complet que l'on évoque, bien-être physique, mental, social, environnemental. Et voilà, c'est cette vision de la santé qui donne tout le sens au métier d'infirmier. Et rejoindre l'éducation nationale, eh bien, c'est se dire qu'on agit en amont, qu'on travaille dans la prévention. L'idée étant qu'avant que les mots MOUX soient installés, essayer de donner les mots MOT à nos jeunes pour qu'ils puissent aller parier en tout cas sur un avenir plus apaisé. Et je pense également que la santé est un levier, la santé au sens global, est un levier essentiel au-delà du bien-être des jeunes, mais aussi pour leur apprentissage. C'est-à-dire qu'un jeune, un enfant qui va bien dans sa tête, dans son corps, dans sa relation à lui-même et dans sa relation à l'autre, il peut apprendre et grandir. Est-ce que vous avez constaté que le métier d'infirmier de l'éducation nationale a évolué ces dernières années ? Alors, effectivement, c'est un métier en grande évolution depuis longtemps, puisqu'il y a des années, comme les infirmières, les infirmiers d'établissement n'étaient pas forcément des personnels de santé avant, c'était des secouristes. Et puis, donc aujourd'hui, très clairement, ces dernières années, notre métier a énormément évolué, puisque aujourd'hui, la santé est reconnue comme une condition indispensable et déterminante aux apprentissages des enfants. Donc, on a pris conscience qu'un élève ne peut pas apprendre sereinement s'il ne va pas bien. Et du coup, tout notre rôle a pris une dimension différente, même si les infirmières sont très implantées dans les équipes éducatives et apportent ce regard expert et ce regard professionnel qui n'est
qui vient s'ajouter à la pédagogie, à l'éducatif. Aujourd'hui, les infirmières de l'éducation nationale sont des expertes en santé dans toutes les dimensions. La santé mentale, la santé sexuelle, la santé physique. Et la place de plus importante dans la pratique aujourd'hui, c'est le repérage précoce, l'écoute, l'accompagnement et le travail en réseau avec les familles et les partenaires. Le temps où l'on réduisait ce métier à la bobologie est largement révolu. Nous sommes devenus des professionnels de première ligne en matière de prévention, de promotion de la santé et d'accompagnement des élèves tout au long de leur parcours scolaire. Et on est également conseillère technique du chef d'établissement pour pouvoir amener toujours encore ce regard global par rapport à la santé de l'élève. Oui, métier que vous exercez aujourd'hui finalement de conseillère technique aussi auprès du DAZEN finalement, à la DS2N de l'Aube. C'est vrai que c'est un métier parfois un peu méconnu. Est-ce que vous pourriez nous donner les qualités indispensables qu'on doit avoir en tant qu'infirmier ou infirmière de l'éducation nationale? Je vais me permettre déjà de rebondir sur le métier méconnu. Oui. Puisque vous avez tout à fait raison, c'est un métier qui est extrêmement mal connu et qui a subi au gré du temps et de la société des idées qui sont vraiment évoluées. C'est-à-dire qu'une infirmière de l'éducation nationale ne distribue pas de médicaments, ne peut pas pallier à la médecine, même si on sait qu'aujourd'hui c'est très difficile de pouvoir avoir des consultations, ce n'est absolument pas son travail. En tout cas, plusieurs qualités sont essentielles, comme beaucoup de métiers quand on accompagne les jeunes. Je dirais l'adaptabilité, parce qu'il n'y a aucune journée qui ressemble à une autre. Il faut savoir répondre à toutes les situations variées. On passe d'un pansement à une crise d'angoisse, à un accompagnement d'aménagement, par exemple. Il faut également avoir un bon sens de l'analyse pour évaluer rapidement les situations, prendre du recul et orienter les élèves de manière pertinente. La disponibilité, qualité fondamentale, être présente, savoir écouter sans juger, créer une relation de confiance avec les élèves, les familles, les équipes. Tout ça, c'est au cœur de notre mission. Et puis, j'ajouterais pour finir l'empathie ou tout du moins des qualités relationnelles, parce que la capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et l'autonomie, c'est vraiment des choses qui sont absolument nécessaires. On exerce un métier où l'on prend des initiatives tout en collaborant étroitement avec l'ensemble de la communauté éducative et les partenaires de santé. Donc beaucoup de qualité. Beaucoup de qualité, effectivement. Pour un métier extrêmement épanouissant. Oui, tout à fait. Merci Ophélie. Si vous vous êtes reconnue dans ce portrait et que ce métier vous intéresse, n'hésitez pas à visionner la vidéo « Vie ma vie d'infirmière de l'éducation nationale » qui retrace le quotidien de Camille. Cette vidéo, elle a été réalisée en collaboration avec notre ambassadeur Ophélie et elle vient d'être publiée tout juste cette semaine. Donc on vous invite à aller la visionner sur LinkedIn. Pour compléter, Ophélie, quel conseil donneriez-vous aux personnes connectées qui voudraient se lancer dans le métier d'infirmier de l'éducation nationale? Eh bien, je vous dirais de ne pas hésiter une seconde à venir découvrir ce métier. On peut entrer de façon contractuelle, mais aussi également en passant le concours. Donc, il y a des postes. C'est une profession passionnante, riche de sens, profondément humaine. Être infirmier de l'éducation nationale, c'est être au service de la santé globale des enfants, des adolescents. C'est agir avant tout dans la prévention, la promotion de la santé, l'éducation et l'accompagnement des jeunes dans toutes les étapes de leur développement. C'est aussi un métier aux multiples facettes. On accompagne les élèves, on travaille avec les familles, les enseignants, les personnels de direction, psychologues, médecins, les assistants sociaux et de nombreux partenaires extérieurs. Cette richesse des collaborations rend chaque journée différente et très stimulante. C'est un métier exigeant, mais extrêmement épanouissant. Si vous aimez l'humain, le travail en équipe, la prévention et que vous souhaitez avoir un impact concret sur la santé, la réussite des jeunes et peut-être la société de demain, alors vous serez là, les bienvenus. Nous avons besoin de professionnels engagés pour construire avec toute la communauté éducative l'école et la société de demain. Je vous remercie. Merci beaucoup Ophélie pour ce témoignage qui permet de mettre en lumière ce métier essentiel dans les établissements scolaires pour veiller à la santé et au bien-être de nos élèves. Nous allons maintenant prendre les questions du chat. Si vous n'avez pas encore posé vos questions, vous pouvez les poser tout de suite dans les commentaires et nous allons y répondre immédiatement. On a donc une première question pour vous Manon. Comment se passe l'affectation pour les CPE? J'imagine une fois que le concours est obtenu, comment est-ce qu'on obtient son affectation? Alors, le concours est national.
déjà, contrairement au premier degré où il est parfois régional. Donc, en fait, vous passez le concours dans l'académie où vous êtes inscrit pour le concours, et après, vous recevez une première affectation en tant que stagiaire qui ne dure qu'un an, où vous faites votre première année de stage, donc avec des horaires aménagés, avec un tuteur ou une tutrice qui vous aiguille dans votre métier, et avec souvent la rencontre de votre inspecteur ou votre inspectrice. À partir de là, c'est un système de points. C'est-à-dire que quand on débute, on a évidemment peu de points, mais pour autant, on formule des vœux. D'abord un vœu académique, dans quelle académie on souhaiterait le plus exercer. Après, en fonction de l'académie que vous obtenez en milieu d'année, vous faites des vœux intra-académiques, donc au sein de l'académie, des départements, et là, vous pouvez faire des vœux de zone ou d'établissements spécifiques. C'est un métier, donc il faut être mobile. Il faut partir dans l'idée, quand on s'inscrit, qu'on ne va pas forcément pouvoir exercer dans la ville dans laquelle on est. Et donc ça, il faut l'accepter, surtout que souvent, quand on débute, on n'a pas tout de suite les académies, on va dire, les plus demandées, les plus populaires. Mais voilà, après, le système de points est vraiment au cas par cas, en fonction des situations familiales, des situations de santé, de l'ancienneté. Même si vous débutez en tant que CPE, beaucoup de CPE avant ont été assistants d'éducation et ont donc déjà cumulé pas mal de points. Donc après, c'est vraiment spécifique à chaque personne. Mais voilà, c'est comme ça que se passe l'affectation, donc pendant l'année de stage. D'accord, merci beaucoup Manon. On a une autre question cette fois pour Ophélie. Une personne nous demande si les infirmiers de l'éducation nationale peuvent effectuer des dépistages sur les élèves. Et quel type de dépistage ? Alors, effectivement, ça fait également partie des missions. Pour repérer, il faut aussi dépister. Et donc, il existe plusieurs types de dépistage, des qui sont extrêmement cadrés, notamment en grande section. Il y a des bilans infirmiers qui sont faits afin de s'assurer déjà de la bonne vision, de la bonne psychomotricité, du bon développement de l'enfant, de s'assurer que ses conditions de vie sont également réunies à l'apprentissage. Et puis, bien entendu, dépistage visuel, auditif, poids, taille, voilà, des choses. On travaille aussi bien sur le somatique que sur l'environnement. Et également un autre bilan très étiqueté, qui est un bilan très important que vous retrouverez dans Vie ma vie d'infirmière, qui est le bilan de la 12e année. Un temps vraiment privilégié de 35 à 40 minutes en tête-à-tête avec l'élève, où vraiment tout est abordé en termes de développement, de psychodéveloppement, de développement également psycho-affectif, l'entrée dans la puberté, l'entrée dans la relation à l'autre, dans sa relation à soi, et également de la même façon, vision, audition. Mais c'est vrai que sur le bilan de la 12e année, on va également dépister, on va dire, toutes les conduites qui pourraient être un petit peu différentes. Et au-delà de ça, on peut également dépister sur demande, c'est-à-dire qu'un enseignant qui va se poser la question, qui va trouver qu'un enfant dort beaucoup, par exemple, en cours. Alors peut-être que l'infirmière va pouvoir le rencontrer afin de comprendre. Il y a toujours, vous savez, il y a toujours quelque chose derrière un comportement d'enfant. Donc l'idée, c'est de pouvoir le décrypter, donc de dépister cela via des outils qui vous sont propres. Qui nous sont propres. Très bien. Merci Ophélie. Nous avons une question d'Isabelle qui nous pose la question suivante. Quand on est infirmière, est-on forcément toujours dans un seul établissement ? Alors c'est vrai que c'est très département dépendant. Ça dépend. L'idée est que une infirmière intervienne ou sur un lycée. Donc il y a plusieurs postes. Il y a les postes pour les lycées où les infirmières sont en général affiliées à leur lycée et y officient toute l'année. Il se peut sur des très petits lycées, mais c'est extrêmement rare que l'infirmière soit ce qu'on appelle en poste partagé sur 2 établissements. Mais c'est vrai que la politique actuelle tente à faire disparaître ces doubles postes. Donc l'idée est qu'il y ait une infirmière dans chaque lycée et également une infirmière dans chaque collège, en sachant que les postes de collège sont des postes mixtes, ce qui veut dire que lorsque l'on officie dans un collège, nous avons un secteur rattaché de premier degré. Ainsi, une infirmière de collège accompagne les enfants de la petite section maternelle, voire toute petite s'il y en a, donc 2 ans et demi, jusqu'en 3e pour les infirmières de collège, et puis de la 3e jusqu'en terminale, voire même au post-bac, puisque dans certains de nos établissements, nous avons des PTCS, etc. Mais en général, oui, une infirmière est sur un établissement. D'accord, merci Ophélie pour cette réponse complète. Nous avons une question de Sandra pour Manon. Peut-on être CPE contractuel dans l'académie ? Peut-être que Alexis pourra compléter. Est-ce que cela est possible dans les écoles privées sous contrat ?
Alors moi je vais répondre pour le public, Oui. parce que c'est ça que je côtoie et que je connais. Pour le public, en effet, il y a des postes contractuels chaque année parce que les CPE, on est des êtres humains comme les autres et parfois on a des absences, on a des congés maternité, on a des soucis de santé et un établissement ne peut pas tourner sans CPE, en tout moins pas longtemps. Donc il faut en effet qu'il y ait des CPE contractuels qui viennent compenser ces petites périodes de creux en fait. Donc oui, après le recrutement, comment il se passe exactement, là je vais laisser Ça, on va laisser Bon, Alexis voilà, compléter. répondre parce que j'ai peur de dire des erreurs, mais Alors sur le recrutement, on va surtout être sur donc une offre d'emploi. Classiquement, comme dans le privé, vous répondez à l'offre d'emploi par un CV, une lettre de motivation, et vous êtes embauché en tant que contractuel chez nous avec un prérequis qui est la licence de sciences de l'éducation pour les CPE contractuels. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Manon et Ophélie pour votre participation et pour ces partages d'expériences qui nous permettent de mieux comprendre le rôle central des CPE, des infirmières de l'éducation nationale dans la vie des établissements et des élèves. Nous allons maintenant accueillir nos deux autres ambassadeurs, Céline, secrétaire de direction en lycée, et Christopher, professeur d'économie-gestion en lycée professionnel. Merci. Bienvenue à tous les deux. Alors, Christopher, vous enseignez l'économie-gestion en lycée professionnel. Dans votre vidéo de présentation, vous nous avez fait part de votre parcours en indiquant que vous étiez vous-même un élève issu de la voie professionnelle. Alors, est-ce que vous pourriez nous redire en quelques mots quel a été votre parcours ? Alors tout d'abord, bonjour. Effectivement, j'ai un parcours un petit peu atypique parce que je suis moi-même issu de la voie professionnelle. J'ai commencé par un BEP, brevet d'études donc professionnelles, qui n'existe plus depuis 2009, au sein du lycée Jules-Curie, avec lequel j'ai une attache très importante. Ensuite, j'ai poursuivi par un bac pro, donc baccalauréat professionnel commerce. Alors je l'ai pas fait donc dans le département, je l'ai fait donc dans l'Aisne, donc à Laon en sport-études. Ensuite, je suis revenu donc au sein de la ville de Reims, où j'ai pu faire donc un BTS, donc brevet technicien supérieur, toujours dans le commerce. Donc j'ai fait le NRC, négociation et relations clients. Aujourd'hui, c'est le NDRC. Ils ont rajouté la partie digitalisation. Et ensuite, donc j'ai voulu joindre mon côté sportif. Donc je faisais de la course à pied à haut niveau pendant 10-15 ans. Et donc également donc mes études, donc le commerce. Et donc j'ai pu donc choisir la licence commerce en sport-études à Aix-les-Bains. Donc j'ai été en Savoie. C'est là où donc du coup j'ai un parcours atypique parce que donc j'ai fait toutes mes études au sein de la voie professionnelle. Donc je sais ce qu'elle peut apporter. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que ça vous fait d'être passé finalement de l'autre côté en tant que prof maintenant ? Ben c'est vrai que au début, déjà quand j'étais en BEP au bac pro, je n'y pensais pas. Je me disais déjà si tu as ton permis et puis après tu vas en BTS NRC, ce sera déjà un beau parcours. Moi d'ailleurs, je suis issu donc d'une classe assez modeste. Et il est vrai que, comme beaucoup d'élèves, on en parlera tout à l'heure, issus de la voie professionnelle, on a des parcours cabossés, on a des situations familiales qui parfois ne sont pas très évidentes. Donc on est assez modeste sur notre parcours et progressivement, et ça c'est grâce au sport, et je le dis notamment aux jeunes qui peuvent nous regarder, c'est possible de pratiquer donc du sport et de faire autre chose à côté parce que c'est indispensable pour l'équilibre. On le voit aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure avec notre médecin, donc il faut vraiment varier donc ses activités. Et donc derrière, aujourd'hui, je suis fier d'être passé de l'autre côté. Il est vrai qu'au début, il y avait un peu le syndrome de l'imposteur où on se dit mais est-ce que je suis capable, est-ce que je vais y arriver? Mais bien entendu, donc c'est aussi accessible aux élèves de la voie professionnelle. Finalement. Tout à fait. Donc vraiment, on peut devenir enseignant avec un parcours issu de la voie professionnelle, non pas le parcours classique comme le parcours universitaire. C'est bien noté. Alors, qu'est-ce qui caractérise, selon vous, l'enseignement en lycée professionnel ? Alors, je dirais ce qui caractérise l'enseignement professionnel, déjà, on est l'un des professeurs que les élèves voient le plus souvent.
on les a donc quand même plus de 10 heures par semaine, voire plus, hein, ça dépend. Donc par exemple en terminale, où on les prépare à l'examen, on a beaucoup d'heures. Mais c'est surtout l'aspect pratique. On a donc non plus, on n'appelle plus ça les stages, parce que stage pour moi on a une connotation un peu d'observation. Ils sont en formation. On a les PFMP, donc période de formation en milieu professionnel. Et donc tout au long du bac pro, les élèves ont à peu près une vingtaine de semaines, ce qui est beaucoup, hein. Donc je suis passé par là, j'ai eu une vingtaine de semaines. Et ce qui change depuis quelques années, c'est la partie allocation, gratification. Vous avez peut-être déjà entendu parler, effectivement. Oui, tout à fait. Nous, dans notre métier de communicant, on a aussi effectivement fait la promotion de cette réforme et de cette nouveauté de la voie professionnelle, tout à fait. Et donc, du coup, les élèves donc, sont gratifiés donc, à hauteur de 50 € en seconde par semaine, ensuite 75 et après donc 100 €. Donc après, les élèves partent en stage, donc souvent c'est sur 2 périodes, 2 fois 4 semaines, 2 fois 3 semaines pour la seconde. Et donc nous, on a vraiment un lien assez étroit avec les tuteurs. Donc avec aussi le DDFPT, donc c'est donc le directeur délégué aux formations technologiques et professionnelles avec qui on va donc beaucoup échanger, mais aussi la direction. On échange avec toutes les équipes parce que c'est pas qu'un enseignant en face avec ses élèves. On est vraiment ensemble dans une communauté éducative et donc le jeune doit être accompagné dans son parcours, que ce soit en classe ou en PFMP. Et quel est le rôle des professeurs justement durant ces périodes de formation? Comment vous accompagnez les élèves? Alors, déjà, il y a également avec nos inspecteurs, on a eu une formation là-dessus assez régulièrement parce que on a donc l'avant, le pendant et l'après. Avant, on va préparer le jeune à sa première, par exemple, expérience professionnelle où justement on a une semaine de préparation. Donc ça existe depuis 2015-2016 où on va préparer le jeune qui a 15 ans parce qu'aujourd'hui ils arrivent plus jeunes. Avant, ils arrivaient un petit peu plus âgés. Donc, du coup, on va les préparer, notamment pour les codes professionnels, pour le savoir-être. On appelle ça les soft skills, où justement, arriver à l'heure, être assidu. Donc, derrière, on va faire venir des intervenants. Donc, on peut faire venir des chefs d'entreprise, on peut faire venir des associations agréées par l'Éducation nationale. Donc vraiment, il est important qu'ils ne voient pas que leur professeur, parce que bon, souvent on a un discours, parfois ça rend d'une oreille et puis ça peut ressortir par l'autre en fonction des semaines et des semaines qui passent de l'année. Donc c'est important d'apporter de la crédibilité. Et on a également le pendant, où le pendant, on va échanger avec le tuteur, on va appeler l'entreprise. Avant de partir en stage, l'élève a une annexe pédagogique à faire donc signer, et donc c'est à nous de négocier les activités qu'il pourrait effectuer, parce que chaque élève a un niveau différent. Il est important de s'adapter au profil de chaque élève. Et ensuite, on a l'après. L'après, c'est après le stage, après la PFMP. Donc du coup, ils reviennent donc au lycée. Il est important, je trouve, de sacraliser, apporter un petit peu de solennité où justement l'élève va raconter son stage, va expliquer par un diaporama, par un oral. Et souvent, c'est très difficile de s'exprimer, même pour nous, parfois les adultes. Hein, être devant vous, ce n'est pas si facile non plus que ça. Et donc du coup, d'apporter vraiment aussi un recul sur ce qu'ils ont fait. Vraiment de mettre des mots. Parce que parfois, souvent, ça peut arriver que le stage soit collé aux vacances. Ils reviennent effectivement des vacances et là, ils ne savent plus forcément. Donc là, vraiment, on fait un travail d'une semaine si nécessaire. C'est pas du temps perdu. Au contraire, c'est vraiment quelque chose qui va permettre de donner du sens à ce qu'ils ont fait. Très bien, ça doit être effectivement assez enrichissant aussi en tant que professeur d'avoir ce lien permanent avec le monde économique de la région ou de la ville dans laquelle on travaille. Parmi les qualités clés d'un professeur de la voie professionnelle, vous avez mentionné la capacité à motiver les élèves. Alors, est-ce que vous avez des exemples de projets que vous avez réalisés avec les élèves justement pour les motiver? Alors comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on voit les élèves entre 10 et 15 heures par semaine. Je pense qu'il est important de varier les supports. Dans une journée, il est possible de voir 4 heures les élèves. Alors souvent, ça peut être 3 heures d'affilée. Et donc, vous imaginez bien que 3 heures d'affilée en faisant la même méthode de cours, je pense que les élèves, à un moment donné, peuvent se lasser. Donc, il est important
varier. Par exemple, au quotidien, nous travaillons sur des scénarios pédagogiques, donc on prend un contexte d'entreprise, et donc moi ce que j'apprécie beaucoup, c'est de les faire travailler entre pairs, donc de les faire travailler en îlot. Alors bien entendu, en fonction de l'établissement, en fonction de la DHG, donc en fonction des moyens d'établissement, tous les cours ne sont pas dédoublés, et on n'a pas tous la chance d'avoir des classes effectivement à effectif réduit. Mais quand on peut, c'est vraiment très agréable, où on peut créer plusieurs îlots et les faire travailler comme en entreprise, un peu en open space. Moi, j'adore mettre un petit peu de musique. Ils peuvent se déplacer, ils sont assez libres. Je pense que en voie professionnelle, il faut un peu casser ces codes d'une classe classique et avoir un espace de la classe très ouvert. En tout cas, c'est ma pédagogie et je pense que on peut, bien sûr, en lycée professionnel, apporter cette touche-là. Ensuite, vous avez parlé de motivation. On peut également créer des projets. Notamment dans les lycées professionnels, on va avoir des magasins pédagogiques. Donc c'est ici qu'on peut créer donc des projets donc avec les jeunes, de les mettre en situation d'apprentissage. Je me rappelle au lycée Jules Curie, donc on a un magasin pédagogique sur les vêtements. Donc ils ont accès à la caisse enregistreuse, ils peuvent faire la rotation des stocks, etc. Et au sein du lycée Raymond Coppa, ils ont un magasin pédagogique. Alors il est plus axé pour les CAP, parce qu'on n'a pas parlé aussi. Donc on a des CAP, donc niveau plus fragile, où vraiment il faut les accompagner vraiment au fil de l'eau. Et donc là, un magasin pédagogique sur des vêtements, sur une friperie. Voilà, donc les jeunes doivent vraiment être en action. Et donc ensuite, ce qui peut être très intéressant, c'est moi ce que j'ai pu faire dans un ancien établissement, c'est des ventes de viennoiseries, ventes vraiment à destination, un peu la pause café. C'était un peu la pause café quand j'étais à Champigny-sur-Marne. On avait mis ça en place et donc les fonds récoltés, nous avons fait un séminaire de révision donc dans la base de loisirs de Choisy-le-Roi, donc en région parisienne. Donc vraiment, on peut faire de belles choses. Ça prend du temps, mais derrière, vraiment, on a un retour positif. Ça doit porter ses fruits forcément. En tout cas, ça nous donne envie presque de nous réinscrire en voie professionnelle. Avec plaisir. Dernière question pour vous, Christopher. Qu'est-ce qui vous motive le plus dans le métier d'enseignant en voie pro ? Alors, ça fait 10 ans que j'exerce ce métier. Alors, il est vrai qu'on pourrait se dire, oui, mais comment tu fais pour gérer les élèves ? C'est pas trop difficile. Quand j'en parle à mes amis, autour d'un café, autour d'un verre, il est vrai que moi, comme un petit peu donc les autres, intervenants que vous avez vu tout à l'heure, j'ai été donc ancien athlète de haut niveau, mais également à côté, mes premiers boulots, c'était animateur sportif. Donc j'ai toujours eu un lien avec le jeune, avec les jeunes particuliers. Quand je suis revenu de cette licence professionnelle, je me suis consacré 2 ans à mon sport et je faisais de la garde d'enfants, je faisais animateur périscolaire. Et donc il y a toujours eu cette relation avec le jeune. Après, je pense qu'il faut la fibre. Donc humblement, je pense que j'ai cette fibre et il faut être patient aussi avec le jeune et il faut je pense être agréable, il faut en tout cas en classe j'estime être un coach, le professeur. Bon c'est voilà, je pense que ils ont autant de choses à m'apporter que j'ai de choses à leur apporter, donc je les écoute, ils m'apportent des choses et notre but c'est que de la seconde à la terminale on arrive ensemble à un objectif commun, c'est qu'ils puissent obtenir ce diplôme, mais plus largement, être un citoyen éveillé et puis être capable de s'insérer dans le monde professionnel. Voilà, donc moi je dis à ceux qui nous regardent, venez au sein de la voie professionnelle, c'est quand même 1 jeune sur 4 qui est issu de la voie professionnelle, et souvent, je le dis, ceux qui s'inscrivent au concours, c'est notamment les secondes carrières. On a beaucoup de personnes, de cadres, ou qui ont été employés donc dans le tertiaire et qui nous rejoignent. Alors moi j'ai commencé à 24 ans, mais on peut très bien commencer souvent donc en seconde carrière. Donc venez en lycée professionnel, vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup Christopher pour votre témoignage qui va peut-être permettre à certains de nos internautes effectivement de se diriger vers le passionnant métier de professeur en lycée professionnel. Tout comme pour Manon et Ophélie, je rappelle aux personnes qui nous suivent que vous pouvez poser toutes vos questions à Christopher et Céline dans les commentaires. Nous y répondrons dans quelques minutes. Passons du côté des métiers administratifs en établissement scolaire, parce que oui, il y en a. Pour nous en parler, Céline est avec nous. Céline, vous êtes secrétaire de direction dans un lycée de l'Académie de Reims. C'est ça.
Dans votre vidéo Vrai-Faux, vous indiquez que le métier de secrétaire de direction n'était pas une vocation, a priori pour vous, mais que vous vous épanouissez aujourd'hui dans vos missions. Alors, quel a été votre parcours ? Alors oui, effectivement, c'était pas une vocation. Quand j'étais plus jeune, je voulais être styliste, donc rien à voir. Après, la vie a fait que voilà, j'ai changé d'orientation et c'est possible. Et puis l'éducation nationale est arrivée comme ça. J'ai postulé en tant qu'assistante d'éducation et puis j'ai passé les concours que j'ai obtenus et me voilà en tant que secrétaire de direction dans un établissement de l'académie. Est-ce que la réalité de votre poste correspond à l'idée que vous en faisiez ? Alors, j'avais aucune idée de ce qu'on faisait dans un établissement scolaire en tant qu'administratif. Voilà, c'était vraiment l'inconnu. Donc, voilà, j'ai quand même un diplôme administratif, mais voilà, c'était l'inconnu quand je suis arrivée. Justement, on va pouvoir le découvrir un petit peu plus en détail. Quelles sont les missions principales d'une secrétaire de direction en établissement scolaire ? Alors, les missions principales, c'est la gestion des ressources humaines, des enseignants, des personnels administratifs, mais aussi toute la gestion de l'établissement, voilà, tous les à côté, tout ce qu'on ne voit pas en fait. Voilà, la gestion des mails, la gestion des élèves, du suivi administratif des élèves et on est aussi un lien avec les familles, les élèves et les enseignants. Vous êtes aussi au quotidien avec l'équipe de direction et quel est votre rôle justement par rapport au chef d'établissement par exemple ? Alors le rôle c'est on est assistante, on les aide à toutes les tâches, à organiser, à préparer, à conseiller dans toutes les tâches du quotidien. D'accord, donc si je comprends bien, c'est un maillon essentiel finalement pour qu'un établissement scolaire fonctionne bien. Effectivement, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, on est le chef d'orchestre mais dans l'ombre. Ça marche. Alors, quelles sont les compétences qui sont nécessaires selon vous pour exercer ce métier ? Alors, il faut une capacité d'organisation, d'adaptabilité, ouais, voilà. La maîtrise des procédures, la qualité relationnelle et beaucoup de rigueur. Merci Céline, on en profite pour préciser aux personnes connectées que si ces compétences vous parlent, vous pouvez visionner la vidéo Vie ma vie de secrétaire d'établissement en établissement scolaire sur nos réseaux sociaux pour découvrir plus en détail le quotidien et les missions de notre ambassadrice Céline. Dans plusieurs vidéos que nous avons réalisées ensemble, vous dites que vous êtes amené à travailler sur des projets en lien avec les élèves et les enseignants. Pouvez-vous nous parler de quelques projets que vous avez pu mettre en place au sein de votre établissement ? Oui, effectivement, depuis quelques années, je suis dans plusieurs projets avec les enseignants et pour les élèves. Donc, j'ai pu réaliser avec les élèves du PAPD un journal, le journal donc de la cité scolaire, où on a été interviewé les métiers qu'on pouvait retrouver dans notre cité scolaire, mais aussi tous les bacs pro et filières qu'on peut avoir dans notre lycée. J'ai pu aussi cette année faire une exposition sur le sommeil, parce que le sommeil c'est important et nos jeunes en manquent cruellement. L'infirmière parlait et la CPE des réseaux sociaux et des écrans. Et c'est un gros problème et donc du coup ça se répercute sur le sommeil, mais aussi la semaine de l'orientation pour les lycéens, pour avant l'ouverture de Parcoursup, pour essayer de les aiguiller au mieux dans leur orientation future. Très bien, donc beaucoup de missions aussi, diverses et variées. Tout à fait. Et un quotidien qui doit être un peu différent tous les jours. Tous les jours, c'est ça. Merci beaucoup Céline Merci pour ce témoignage qui nous éclaire sur la réalité du métier de secrétaire de direction, essentiel au bon fonctionnement de nos établissements du second degré. Nous allons de nouveau prendre les questions posées en direct par les internautes. Si vous n'avez pas encore posé vos questions, vous pouvez le faire dès maintenant. Je consulte donc les questions. Nous avons une première question. Je pense qu'il s'agit d'une question pour Christopher. Le concours pour le CAPLP, c'est bien pour vous ? Tout à fait, ça me parle. Ça vous parle. Le concours pour le CAPLP est aussi une affectation nationale. Est-ce difficile d'être affecté dans la région ? Vaut-il mieux faire contractuel et essayer le concours en interne ?
Alors ça revient un petit peu aux affectations. Oui, alors cette finalement, question suite au concours. me parle très bien. Donc, pour répondre à cette question, moi j'ai commencé en tant que contractuel, ce qui permet, je pense, déjà de savoir si ça nous plaît. Comme ça, nous ne sommes pas rattachés à un concours, et donc c'est toujours intéressant de voir si ce métier nous correspond, parce que il est exigeant, bien entendu, et il est très varié. Après, cette période de contractuel, on peut passer le concours. Alors, donc après, peut-être qu'Alexis pourra donner plus d'informations sur, parce qu'il y avait peut-être des changements, mais en interne, de mémoire, il fallait avoir 3 ans de service public. Donc moi, je l'ai passé en interne, c'est comme ça que j'ai pu obtenir le concours. Et on peut aussi le passer en externe, bien entendu. Je crois que la condition a peut-être changé, mais Alexis nous en dira davantage. Après, concernant l'affectation, si vous voulez, moi, donc du coup, j'ai été stagiairisé donc au lycée Jules Curie. J'avais très peu de points. Après, les points classiques, hein, c'est donc si on a une situation familiale, pas que c'est marié, des enfants, là, on va avoir beaucoup plus de points. Il s'avère que cette année, ça n'est pas arrivé depuis 15-20 ans, mais les barres étaient très 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 basses. Donc beaucoup ont évité la région parisienne pour ceux qui ont effectivement des contraintes familiales, ce qui est tout à fait entendable, ont pu rejoindre l'académie, et souvent leur ville, leur souhait donc initial. Donc c'est un concours, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est national. C'est le jeu. Donc moi, je suis parti 5 ans région parisienne, et sincèrement, ceux qui redoutent cette région parisienne, je reviens vraiment grandi personnellement et professionnellement. Donc du coup, vraiment, il faut pas avoir peur de ce point-là. Merci beaucoup, Christopher. Est-ce que vous voulez compléter, Alexis? Et alors du coup, en effet, pour les concours, donc concours externes, c'est bien des concours qui sont nationaux, et tout dépend de votre classement pour l'affectation. Mais vous pouvez très bien, et ça moi je le conseille lorsque je rencontre les personnes chez France Travail ou à l'APEC, c'est une possibilité de commencer en tant que contractuel, de mettre un pied, de voir si ça vous plaît, et ensuite vous avez du coup plus de facilité à vous projeter sur le métier et de sécuriser, on va dire, votre poste et votre avenir avec votre concours. Merci, Alexis. Nous avons une question de Corentin. En tant que secrétaire de direction, qui sont les personnes avec lesquelles vous échangez le plus dans la journée? Les personnels de direction, les collègues, les secrétaires, l'intendance, voilà, tous les personnels. Après, il y a aussi les élèves et les familles, mais en grande partie, les collègues de la direction et les secrétaires, les autres secrétaires. Merci beaucoup, Céline. Une remarque et question de Marie. Merci pour votre témoignage, Christopher, qui montre qu'il est possible d'aller au bout de ses projets. Est-ce que vous vous servez parfois de votre parcours pour montrer à vos élèves qu'ils doivent s'accrocher et peuvent réussir dans la voie qu'ils ont choisie? Merci Marie pour ton message. C'est vrai que ce parcours, je l'avais pas prédit, hein. C'est vrai que c'est quelque chose qui aujourd'hui encore m'émeut beaucoup, où je suis très fier, et je le redis une fois, notamment aux jeunes, moi c'est le sport qui m'a beaucoup aidé. C'est le sport, donc le métier derrière, j'ai pu en fait c'est le sport qui m'a fait persévérer dans le monde scolaire. Donc ça c'est important. Et donc la remarque de Marie, c'était oui. Tout à fait. Alors, je le dis souvent en début d'année aux élèves. Je leur dis, écoutez, moi j'étais à votre place. Et il y a, alors, comment dire, les années augmentent à chaque fois, hein. Je leur dis, c'est il y a 10 ans, après il y a 15 ans. Mais je le dis à chaque fois, notamment parce que il faut qu'ils sachent qu'ils peuvent réussir en étant en voie professionnelle. Beaucoup arrivent avec des a priori. La voie professionnelle, donc ça fait 50 ans, 40 ans qu'elle existe, et effectivement, beaucoup d'élèves réussissent et ont des parcours. C'est une voie d'excellence en fait, et c'est pour ça que même notre président, nos ministres passés de l'éducation nationale ont vraiment mis l'accent sur la voie professionnelle. Et je pense même, petite remarque, que l'IA, je pense que nous, la voie professionnelle, on a un rôle à jouer parce que l'IA, donc derrière, va avoir beaucoup d'impact peut-être pour la filière générale. Et je pense que la voie professionnelle a tout son épingle du jeu à tirer de cette évolution.
C'est bien noté. Merci Christopher. Nous avons encore une question de Sandrine. Quelles sont les évolutions de carrière possibles pour une secrétaire de direction? Alors, l'évolution de carrière, il y a plusieurs catégories pour les secrétaires, catégorie C, B et A. Donc, passer les concours, mais aussi les tableaux d'avancement et les listes d'aptitudes. On peut être secrétaire général, on peut après être chef de bureau dans les services académiques. Il y a plein d'évolutions de carrière qui est possible en tant que secrétaire de direction. Merci beaucoup Céline. Un grand merci à tous les deux, Céline et Christopher, pour avoir répondu présent aujourd'hui et pour nous avoir présenté vos métiers. Alors, je me tourne enfin vers Alexis pour clôturer ce live. Grâce à nos ambassadeurs, nous avons découvert aujourd'hui 4 métiers que l'on peut exercer en collège et en lycée dans notre académie, mais ils sont loin d'être les seuls. Quels sont les autres métiers que l'on peut exercer dans un collège ou dans un lycée ? Alors, en effet, maintenant, il y a beaucoup de métiers. Donc, on peut commencer par le métier de secrétaire de gestion en établissement, le métier de secrétaire général en EPLE, le métier de secrétaire de pédagogique également. Donc ça, il s'agit effectivement des métiers administratifs, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres métiers dans le cadre du pilotage d'un établissement, par exemple ? Oui, bien sûr. Alors, vous avez par définition les principaux ou les proviseurs, donc les personnels de direction. Et en plus de cela, vous avez aussi les métiers de l'éducation. Donc, tout à l'heure, on a vu Manon CPE. Et vous avez également les métiers d'AED, donc d'assistant d'éducation, donc surveillant, et les métiers d'AESH. Merci. Quelles sont les différentes voies d'accès, justement, pour accéder à ces métiers ? On l'a un petit peu évoqué à travers nos échanges. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les voies d'accès ? Alors, comme on l'a dit, il y en a deux, principalement. Donc, la voie de concours, donc pour tous les métiers que l'on a vus aujourd'hui, et la voie contractuelle. Donc, tout simplement, la voie contractuelle, vous répondez à une offre d'emploi sur le site qu'on vous donnera tout à l'heure, avec un dossier de candidature, et ensuite, vous êtes chez nous pour travailler. Voilà. D'accord, donc quel est le site, en l'occurrence, où on peut retrouver nos offres d'emploi pour l'Académie de Reims ? Alors, pour l'ensemble des métiers, donc que l'on soit au niveau des enseignants jusqu'aux AESH, CPE, le site c'est Rejoindre l'éducation nationale, donc un seul site qui regroupe tous nos métiers. Voilà, qui regroupe nos offres d'emploi pour l'Académie de Reims, mais aussi les offres d'emploi de l'ensemble des académies de France. Donc n'hésitez pas à consulter régulièrement ce site, Rejoindre l'éducation nationale, pour prendre connaissance de nos offres que nous publions tout au long de l'année en fonction des besoins qui s'offrent. Tout à fait. Et je rajouterais même qu'en ce moment, il est important d'aller consulter ce site-là puisqu'on est en préparation de la rentrée. Donc que ce soit pour les métiers de l'enseignement administratif ou sociaux de santé, la grosse période de recrutement, c'est vraiment de début juillet jusqu'à fin août, voire mi-septembre. Là, on va avoir un maximum de recrutement. Donc, moi, je peux vous conseiller, c'est vraiment de consulter ce site-là 1 à 2 fois par semaine pour être sûr de ne rien louper. Merci Alexis. Pour terminer, est-ce qu'il existe des avantages à travailler pour l'éducation nationale ? Alors oui, donc l'académie prend en charge 75% de vos frais de transport. En plus de cela, peut s'ajouter une prime annuelle de 300 € si vous vous déplacez en mobilité douce, c'est-à-dire à pied, en vélo, en covoiturage. Et la mutuelle, au niveau de la mutuelle, la cotisation est prise en charge à hauteur de 50%. Et je dirais, pour finir, que l'avantage de tous ces métiers-là, de notre académie, c'est finalement la réussite et le bien-être des élèves pour tous les métiers. C'est bien notre finalité. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Alexis. Nous allons maintenant répondre aux dernières questions des internautes. Vous pouvez les poser, tout comme les fois précédentes, dans le chat. Donc, nous avons déjà une première question qui est la suivante. Quelles sont les possibilités d'évolution de carrière en tant que professeur d'anglais dans le secondaire ? Alors, comme tous les enseignants, en fait, vous pouvez tout à fait garder votre poste et rester enseignant. Mais vous avez aussi beaucoup de voies de progression, c'est-à-dire qu'un enseignant d'anglais peut tout à fait passer les concours et devenir inspecteur, donc inspecteur de sa discipline, donc inspecteur d'anglais au niveau de l'académie ou d'autres académies en France. Même également les concours pour devenir personnel de direction. Donc, je connais personnellement un ancien enseignant d'anglais qui est devenu proviseur. Donc voilà, il y a énormément de possibilités et même on peut même partir sur les métiers de l'enseignement
dans les métiers administratifs plutôt, par une voie de passerelle de concours ou un reclassement chez nous. Ok, donc tout est possible, ou presque. Tout est possible pour tous les métiers, il y a beaucoup d'évolutions. C'est vraiment la force de l'académie, on va dire de toutes les académies en France, c'est vraiment de proposer une multitude de métiers accessibles à presque tout le monde, on va dire. Très bien. Nous avons une question de Sandra qui nous questionne sur le métier de secrétaire de direction. Est-ce qu'il s'agit d'affectation nationale? Alors, au niveau de la voie de concours, je pense que non. Après, voilà, par la voie contractuelle, vous répondez tout simplement à l'offre d'emploi dans laquelle est stipulé le lieu, la temporalité, et dans ce cas-là, vous savez exactement où vous allez. Voilà. D'accord. Merci Alexis. Une question de Clara qui nous questionne sur les documents. Quels documents dois-je envoyer pour postuler à une offre de l'académie? Alors pour 90% des offres d'emploi, ça va être le CV, la lettre de motivation, le diplôme, et après on peut éventuellement demander des pièces supplémentaires, mais gardez à l'esprit que c'est bien ces 3 pièces-là, en majorité. C'est noté. Une autre question à propos des concours enseignants cette fois. Quand sera-t-il possible de s'inscrire au concours enseignants? Alors tous les ans, l'inscription au concours des enseignants se fait à peu près entre le mi-septembre à mi-décembre. Là, les dates ne sont pas encore sorties, donc ça ne devrait pas tarder, mais on est à peu près sur cette temporalité-là. D'accord, donc ça approche. Merci beaucoup Alexis. Merci, nous arrivons déjà au terme de ce live. Merci à nos invités Manon, Ophélie, Céline, Christopher et Alexis pour leur témoignage et leur engagement au service des élèves. Merci à toutes les personnes qui ont également contribué à organiser ce live. Merci bien sûr à vous qui nous avez suivis aujourd'hui. Si vous souhaitez en savoir plus sur les métiers de l'éducation nationale, le recrutement et les différentes possibilités de rejoindre l'Académie de Reims, nous vous invitons à consulter notre site ac-reims.fr et à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très belle journée et à très bientôt.